بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bienvenue chers collègues, chers frères et sœurs à cette nouvelle conférence qu'organise l'International Institute en Psychologie Islamique, les IB French. Le thème aujourd'hui est un thème très passionnant et très intéressant, c'est autour de ces hôpitaux qu'on appelle les Maristans. On sait tous dans l'histoire de la psychiatrie moderne que l'asile psychiatrique il est né au début du 19e siècle en Occident. Après la période du grand renfermement, où on mettait à peu près tous les malades, les pervers, les criminels dans un même lieu. Et puis, sous l'impulsion des réformateurs comme Pinel en France et Tuke en Angleterre, l'asile est né spécifiquement pour traiter les malades. Les changements n'étaient pas significatifs parce que les patients étaient encore confinés dans ces hôpitaux, généralement bâtis en campagne, loin des villes, et où les malades passent presque tout dans ces lieux. Et il fallait attendre un peu la moitié du XXe siècle et la découverte des neuroleptiques pour voir un peu la psychiatrie et les malades s'ouvrir sur la société, sur la cité. Et on a vu le mouvement de désinstitutionnalisation et les soins communautaires où les patients ont gagné beaucoup de droits, mais c'était un peu après une expérience de plus de 2 siècles. Ce que peut-être beaucoup parmi vous ne savent pas, c'est que l'histoire de la maladie mentale et du traitement des maladies mentales en terre d'islam est totalement différent. C'est-à-dire que c'est dès le début, l'hôpital était ouvert sur la société, les patients étaient traités de façon digne et de façon humaine. Et pour en savoir un peu plus sur l'histoire des Maristans, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Mme Hafsa Karkari, qui est psychologue et psychothérapeute, autour de ce thème, l'héritage oublié des Maristans, ces hôpitaux au service des patients. Bienvenue, Hafsa. Jazakallah khair, docteur Zubair, pour cette belle introduction, pour cette présentation. Donc, Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est ma première pardon. C'est ma première conférence aujourd'hui avec l'ISIP. J'en suis totalement honorée, un petit peu stressée, je risque de bégayer, mais bon, c'est pas grave, tant que ça reste compréhensible, c'est l'essentiel. Je nous ai préparé aujourd'hui donc une présentation, une conférence sur l'héritage oublié des Maristans, les hôpitaux qui étaient au service des patients. Bien. Euh, Très rapide présentation parce que le Dr Zubair m'a déjà présenté. Donc, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute, également étudiante en sciences islamiques et en psychologie islamique. Et c'est dans le cadre d'ailleurs de cette formation en psychologie islamique que j'ai découvert l'existence des Maristans. J'ai été bluffée parce que c'est vraiment quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler malgré mes 5 années d'études en psychologie. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir vous faire découvrir cet héritage oublié mais ô combien précieux. Alors, euh, déjà, il faut savoir que le mot maristan, initialement, c'était bimaristan. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ça vient du perse avec donc bimar qui veut dire malade et stan, lieu de. Donc c'était le lieu des malades. Mais en arabe et en turc, c'était appelé daru shifa. Daru, donc la maison de shifa, le soin, la maison du soin. On sait que la science de la guérison, la science de la médecine, elle remonte à des millénaires et des millénaires. On a toujours essayé de trouver des manières de soigner de manière systémique, de manière conjointe, de manière sociale. Euh, on a eu notamment, par exemple, les Grecs avec les temples de guérison. On a eu les Romains qui ont mis au point les hôpitaux militaires. Et l'antécédent le plus récent de ce qu'on pourrait appeler un hôpital moderne, donc c'est les bimaristans qui ont petit à petit perdu leur particule bi pour devenir uniquement maristans. Les bimaristans et maristans, c'est pour nommer la même chose. Donc, à cette même époque, donc qui est le Moyen Âge, oui c'est ça, le Moyen Âge islamique en France, dans l'Europe chrétienne de manière plus générale, comme l'a dit le docteur Zubair, il y avait
quelques structures d'accueil au sein des monastères, au sein des églises, mais voilà, c'était pas vraiment une prise en charge, c'était plus une garde, une garderie, hein, entre guillemets, on les mettait tous au même endroit, il n'y avait pas réellement de soins adaptés. Et en revanche, ce qu'on a découvert par la suite, c'est que le monde islamique médiéval, lui, il avait un vaste système de santé, un vaste système de traitement des maladies qui était comparable à l'hôpital moderne qu'on connaît actuellement. Et ça, pour à la fois les maladies physiques et les maladies psychiques. Le premier exemple qu'on a de Maristan, donc de maison de soins, d'Al-Shifa, c'est à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une femme qui était nommée donc Rufayda al-Aslamiyya a mis en place un centre de traitement dans une tente. Il y avait diverses guerres, diverses batailles à ce moment-là. Et donc, elle a mis en place un centre pour venir soigner les blessés. Et donc, ce concept de Maristan mobile, il s'est étendu à de plus grandes unités qui, petit à petit, ont commencé à s'installer à côté des villes, puis à l'intérieur des villes, pour retrouver les Maristans au sens où on l'entend aujourd'hui, donc situé en centre-ville, équipé avec des armes médicinales, des pharmacies, des médecins qui étaient là à temps plein. Mais donc déjà à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les armées, elles disposaient de cette unité hospitalière mobile qui suivait les troupes pour soigner les soldats après la bataille. Le premier bimaristan, et là je mets des précautions parce que j'ai trouvé plusieurs versions différentes, mais donc selon les dernières recherches, le premier bimaristan a été créé à Damas dans les années 706, et au fur et à mesure des siècles suivants, il y en a eu beaucoup plus. Donc dans la ville de Caire, dans la ville de Bagdad, en Afghanistan, Pakistan, Turquie, Maroc, Andalousie, c'était vraiment tous les pays arabo-musulmans de l'époque. Il faut savoir que à la fin du XVe siècle, la Cordoue musulmane, ah, j'ai plus le partage d'écran. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Parce que moi, je le vois plus. Ok. Non, on ne le voit plus. Oui, tout à fait. J'ai oublié qu'il y avait la possibilité que demain je les ai. J'ai trouvé la meilleure excuse au cas où on fait basket demain. Est-ce que vous pouvez penser à éteindre vos micros, barakallahu fikoum? Ok. Je vais retrouver, ça arrive, ça charge. Il faut toujours que ça arrive au moment où il ne faut pas, évidemment. Évidemment, évidemment. En tout cas, j'expliquais que à la fin du XVe siècle, la Corde musulmane, elle comptait à elle seule entre 40 et 50 hôpitaux de ce style, donc Bimaristan, Maristan, ce qui est juste énorme en termes de superficie. En termes de superficie, c'était quelque chose qui était très, comment dire, c'est un chiffre élevé, même qui peut paraître élevé, mais on va voir qu'ils étaient de plusieurs types. Ils n'étaient pas tous forcément au même endroit, ils n'avaient pas tous forcément exactement les mêmes missions. Et j'ai mon diapo qui est apparu, donc je vais le mettre. En espérant que ça soit bon. Ok. Vous me dites s'il avait bien réapparu pour vous, Simon? Oui, c'est super. On voit bien. Ok. Donc, ces Maristans, quels étaient leurs objectifs au final? On en parle, on dit qu'il y en avait, on dit qu'ils étaient là pour le soin, mais comment ils fonctionnaient? Ils avaient principalement deux objectifs. Ils étaient certes là pour le soin, donc tout ce qui était de l'ordre du diagnostic et du traitement des maladies. C'était des soins qui étaient en fonction de la personne en elle-même, en fonction de ses antécédents, en fonction des enseignements qu'il y avait de la médecine à ce moment-là. Mais c'était aussi un lieu de formation justement pour ces médecins. En fait, ces deux objectifs rassemblés, donc que ce soit le soin des malades et l'enseignement de la médecine, ça nous rappelle ce qu'on appelle maintenant les centres hospitaliers universitaires, donc les CHU, qu'on peut voir maintenant dans toutes les villes principales et qui sont impliqués dans la formation de nos médecins, actuellement même en France. Et bien, il faut savoir que cette idée, elle revient à nos ancêtres, les médecins arabo-musulmans. Ils étaient d'ailleurs
tellement avancé et tellement populaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient que les patients et à la fois les médecins en formation et les érudits, ils venaient du monde entier pour venir se faire soigner et ou étudier. Et c'est ça qui rend ces établissements vraiment uniques, c'est que à cette époque, donc il faut savoir qu'on parle quand même du Moyen Âge, les hôpitaux publics, ça n'existait pas du tout. Ça n'existait pas et ça a été la première fois qu'une structure de ce type-là a été proposée. On voit plus on voit le cran noir. Voilà, c'est bon. Ok. Très, Inch'Allah, j'espère que ça va C'est le pas. faire. Parfait. Et donc, en plus d'être des structures innovantes en termes de manière de prise en charge, il faut aussi savoir que c'était des soins qui étaient gratuits. Les prises en charge étaient gratuites pour tous les patients, quelle que soit leur confession, quel que soit leur sexe, quelle que soit leurs origines, quelle que soit la maladie, à la fois les maladies mentales et les maladies physiques. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas d'ordre de priorité. C'est-à-dire que si vous veniez pour une dépression, ben, vous faisiez la queue, même si la personne derrière vous elle avait une maladie physique peut-être plus voyante, et ben non, c'était votre tour parce que vous étiez là avant. Il n'y avait pas cette notion de ah, c'est du mental, c'est dans votre tête, tout ça c'est psychologique et être mis de côté, contrairement à ce qu'on peut parfois observer ou ressentir de nous. Il y a une information du coup intéressante que j'ai relevée, c'est que curieusement, ces maristans avaient aussi le rôle parfois de soigner même les animaux. C'est-à-dire que certains maristans étaient spécialisés dans une partie de leur fonds a été utilisée comme hôpital, notamment pour les oiseaux et particulièrement les cigognes. Donc, ils soignaient les animaux malades ou blessés, ils les ramenaient à leur santé et ils les libéraient dans la nature. J'ai trouvé que c'était beau, donc j'ai tenu à le rajouter. Je vous disais tout à l'heure, donc il y avait plusieurs J'arrive. types de. Je crois qu'on peut fermer d'office tous les micros, Nassima, si tu veux essayer, parce que Non, j'ai c'est pas, malheureusement, c'est pas possible. On peut le faire pour les gens qui sont ici, mais dès que quelqu'un entre et oublie le micro, ça marche pas. Ok. C'est ça. Très Inch'Allah. Je fais des rappels en privé pour ceux qui oublient parfois, ne t'inquiète pas. Donc j'expliquais qu'il y avait différents types de maristans. Alors, ils étaient classés plus ou moins par maladie, plus ou moins par spécialité. Le premier, c'était donc le bimaristan Le premier, c'était donc le maristan des maladies mentales. Donc, comme on en a parlé, c'était des prises en charge psychologiques, des prises en charge psychiatriques, avec toutes sortes de thérapies, mais on va revenir dessus juste après, de manière plus détaillée quand même, parce que c'est quand même l'objectif de l'ICIP, la santé mentale. Il y avait le maristan des maladies contagieuses, c'est-à-dire la lèpre notamment, alors que c'était des personnes qui n'étaient pas forcément soignées, qui étaient plus isolées et mises de côté. Avec l'ère et la création des maristans, ils ont commencé à être pris en charge, ils ont commencé à faire des études, à faire des expériences dans le sens où ils essayaient des traitements pour voir si ça fonctionnait, si ça ralentissait la maladie. Et ça, c'était vraiment inédit pour l'époque où les personnes qui avaient des maladies contagieuses comme la lèpre étaient complètement isolées jusqu'à leur décès. Il y avait ce qu'on appelle donc les maristans de la route. Alors, pourquoi de la route? Tout simplement parce que, étant de culture ou de culture islamique, le pèlerinage de la Mecque et des lieux saints avait forcément une grande importance. Et à cette époque-là, donc les gens y allaient en caravane, ils y allaient à dos de chameaux, ils y allaient à pied. En tout cas, la route était longue, la route était dangereuse. Il y avait de multiples occasions de tomber malade ou de se blesser. Et donc, il y avait régulièrement de mis en place ces dispensaires pour pouvoir soigner les gens sur le chemin de la Mecque pour qu'ils puissent aller faire leur hajj et revenir en bonne santé. C'était aussi utilisé par les caravanes commerciales, par exemple, par les caravanes commerciales, par les gens qui étaient perdus. Voilà, c'était vraiment à destination de tout type de voyageurs. Ça a été aussi les premières institutions qui ont pris en charge les hôpitaux, pardon, qui ont fait du coup un hôpital de prison. C'est-à-dire ils avaient des maristans qui étaient spécialisés dans la prise en charge médicale des prisonniers. Et ça, c'était complètement inédit pour l'époque.
C'était le ministre du calife El-Muqtadir qui lui a fait la demande en disant que les personnes emprisonnées étaient toujours, des personnes étaient toujours musulmanes et étaient exposées aux maladies encore plus que celles de l'extérieur, tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup au même endroit et qu'ils ne pouvaient en plus pas sortir. Et donc, c'est suite à ça qu'ils ont mis en place des maristans carcéraux qui prenaient en charge les différents prisonniers. Et enfin, il y avait donc ce qu'on appelle les maristans mobiles. Donc, c'était des caravanes qui se déplaçaient, qui allaient plus loin dans les campagnes, qui allaient dans les périphéries, qui allaient dans les toutes petites villes pour s'occuper du coup de la santé des personnes qui vivaient loin des capitales ou loin des grosses villes présentes à l'intérieur du pays. Et ça permettait aussi aux services de l'État de proposer un traitement et des prises en charge médicales absolument à tout tout leur peuple, d'une certaine manière, mais aussi d'être prévenus si jamais il y avait l'émergence d'une maladie contagieuse, si jamais il y avait une épidémie qui commençait à être déclarée. Bah, avant, ils ne le savaient pas avant que ça soit trop tard, quand ça arrivait aux portes de la ville. Mais maintenant, étant donné que grâce à ces maristans mobiles qui allaient aux infos, qui allaient prendre des informations et qui revenaient, ils pouvaient agir de manière plus efficace et plus rapide. Donc, les maristans qui prenaient en charge la santé mentale, on va s'y attarder un petit peu plus. Ça illustre à quel point les musulmans ont pris conscience de l'importance des soins pour les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Il y avait bien sûr des endroits spéciaux et des endroits d'isolement pour les personnes qui étaient en crise ou ce genre de choses, mais de manière générale, les personnes étaient assez libres de leur mouvement. Elles pouvaient passer d'une salle à l'autre, elles pouvaient passer d'une pièce à l'autre, il y avait des jardins qui étaient mis à disposition. Ils faisaient vraiment attention à ce que tout soit dans le plus serein, le plus apaisé possible. Si vous regardez des photos de différents maristans, on verra qu'il y a toujours une fontaine parce que le bruit de l'eau était apaisant, parce que il y avait beaucoup aussi de verdure pour attirer notamment les animaux, pour attirer notamment les oiseaux, par exemple, et leurs chants. C'était vraiment ce qu'on pourrait penser être de petits détails. Tout était réfléchi et tout était mis en place pour l'apaisement et la prise en charge au mieux des personnes qui avaient des problématiques de santé mentale. En termes de techniques thérapeutiques, ils étaient aussi extraordinairement avancés pour leur époque. C'est-à-dire qu'on est donc toujours au Moyen Âge et il y avait ce qu'on appelle du coup la balnéothérapie. Il y avait à ce moment-là des thérapies même par la parole. Il y avait la prise en charge des phobies, du stress, de l'angoisse. Toutes ces prises en charge-là, elles étaient suite du coup à des diagnostics parce que pour bien soigner, il faut savoir ce que l'on soigne. Et pour arriver à ces diagnostics, ils avaient des examens qui étaient très rigoureux. Tout était documenté, tout était noté pour chaque patient et ils s'appuyaient notamment sur les travaux d'Abou Zaïd El-Balkhi, donc le fameux psychologue oublié dont on parle régulièrement en tant que psychologue musulman. Et par on, j'entends le confrère Ali Habibi, la consoeur Wani Babaou, qui ont fait donc les premières conférences avec les CIP et moi aussi donc sur nos différentes plateformes. Et donc, il s'appuyait sur les travaux d'Abou Zaïd al-Barhi, il s'appuyait sur les travaux d'Ibn Sina, donc Avicenne, qui avait fait des analyses extrêmement fines et extrêmement précises de la santé mentale. Alors, j'ai entendu une voix, je ne sais pas si on parle, si on voit bien le diapo ou si c'était juste... mais je vais continuer, je pense que j'attendrai l'intervention de Nassima si besoin. Et ce qui était particulièrement intéressant aussi pour ces maristans, ces bimaristans de la santé mentale, c'est qu'il y avait entre autres la présence d'une mosquée avec des imams, avec des savants en lien avec les sciences islamiques parce qu'ils différenciaient cette maladie comme une maladie mentale, donc médicale qui était prise en charge, de l'état de leur foi. Ils ne partaient pas du principe que l'un et l'autre étaient liés dans le sens où la maladie mentale était due à un manque de foi, la maladie mentale était due à un manque de croyance. Vous voyez vraiment ça d'une manière séparée et donc ils proposaient ces services-là aussi, d'accompagnement aussi pour tous les mots occultes par des imams, par des savants de sciences islamiques, de manière séparée. Et ça, c'est quand même assez inédit pour l'époque. Donc, les maristans étaient spécialisés dans
Ok. Les Maristans étaient spécialisés dans 4 types de prise en charge principales. Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la médecine interne. Donc, on entend là, ça va être de la chirurgie, ça va être les maladies courantes, ça va être des fièvres, des maux de ventre, des diarrhées. C'est vraiment ce qu'on va appeler la médecine interne de nos jours dans les hôpitaux. Ils avaient donc aussi une spécialité en ophtalmologie où, à l'époque, donc encore une fois, on est sur le Moyen Âge, ils opéraient déjà la cataracte, ce qui est déjà, c'était une prouesse médicale à l'époque. Et donc, ils opéraient la cataracte avec ce qu'ils appelaient une aiguille creuse. Et donc ça, c'est plus de 1000 ans avant que les médecins occidentaux n'aient tenté et réussi une telle intervention. Ils avaient aussi une salle de chirurgie pour les blessés, pour les personnes qui étaient victimes de fractures, qui devaient porter des plâtres. Ils avaient aussi donc des Maristans plus isolés. Ceux-là étaient généralement en dehors de la ville pour la raison, bien sûr, qu'on connaît des maladies contagieuses, mais elles étaient quand même accompagnées, elles étaient quand même prises en charge. Et donc, enfin, les maladies mentales avec des traitements, des méthodes thérapeutiques, la balnéothérapie, la thérapie par la parole, la musicothérapie aussi, mais aussi médicamenteux, notamment avec de l'opium, avec des stimulants, etc. L'hôpital comprenait aussi une infirmerie pour des soins d'urgence, pour les personnes qui étaient légèrement blessées. Ils avaient aussi un dispensaire pour tout ce qui était consultation externe, c'est-à-dire que des personnes qui n'étaient pas prises en charge au sein du Maristan pouvaient quand même venir sur la journée se faire soigner parce que voilà, leur enfant était malade ou quoi que ce soit. Ça, c'était possible, même si on n'était pas patient à temps plein. Euh, Ils avaient aussi une pharmacie donc avec un local qui était réservé au stockage et toute la préparation des maladies qui se faisait, des médicaments, pardon, qui se faisaient aussi sur place. Et ce qui fait que forcément, on intégrait dans les équipes des pharmaciens, mais aussi ce qu'on pourrait appeler l'équivalent aujourd'hui de préparateurs en pharmacie. Donc, on peut voir que c'est une prise en charge qui est quand même extrêmement complète, extrêmement globale. On part de la bobologie, des petits maux, des petites douleurs, aux grandes opérations chirurgicales, en passant par la psychiatrie et la santé mentale. Donc, c'est vraiment un équivalent de nos hôpitaux actuels. Donc, déjà, j'ai répété, mais donc là, c'est un plan à peu près général d'un Maristan. C'était à peu près, il se rapprochait énormément avec bien sûr des différences culturelles selon les différents pays. On observe qu'au milieu, ici, c'était une fontaine. Il y avait toujours une fontaine au centre de l'institution. Donc, c'était un bâtiment qui avait une forme qu'on appelle du coup cruciforme parce qu'elle s'organise autour d'une cour centrale avec au centre de cette cour donc le bassin et la fontaine. Comme je vous l'ai expliqué, c'était vraiment dans l'idée d'avoir une ambiance apaisée et apaisante pour les patients, mais aussi ceux qui travaillaient sur place. Et donc, on avait ces salles qu'on voit ici sur le côté, ces différentes salles qui avaient chacune une mission particulière. Donc ces salles, elles s'appelaient les Iwan, et certaines étaient pour des salles de prière, certaines étaient pour l'enseignement de la médecine, certaines étaient pour les différents services d'hospitalisation, certaines étaient réservées à la pharmacie, certaines étaient porteuses parfois de bibliothèques pour justement les médecins, pour avoir des références, pour pouvoir étudier. Et il y avait toujours les services annexes qui étaient généralement autour du magasin principal. Et donc là, c'était l'internat pour les personnes qui restaient sur le long cours, qui étaient hospitalisées sur le long cours, mais aussi pour les professionnels qui travaillent sur place. Et donc tout ce qui va être de l'ordre de la cuisine, les réserves de nourriture, toutes ces choses-là, de quoi faire vivre l'ensemble de l'institution. L'architecture des Maristans est très particulière et très belle. Enfin, à mon goût, en tout cas. C'était vraiment des lieux qui étaient aussi là pour la beauté. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas un bâtiment pour faire un bâtiment. C'était quelque chose qui était extrêmement réfléchi. On voulait vraiment que les gens qui y rentrent s'y sentent bien. Et ne se sentent pas dans ce qu'on pourrait appeler maintenant l'équivalent parfois
qu'on a pu avoir au Moyen-Âge, que ce soit en France, en Europe, pardon, ou aux États-Unis, ou même après le Moyen-Âge, de ces hôpitaux psychiatriques très, très bruts, très froids, pas très accueillants, peut-être même plus traumatisants que la maladie en elle-même. Et là, non, on était vraiment sur une ambiance chaleureuse, une ambiance accueillante. On voit bien sûr qu'il y a l'architecture arabo-musulmane qui ressort énormément. Et chaque Maristan avait les particularités de son pays. Donc les Maristans qui sont situés en Turquie ont bien sûr un style plus propre à eux que ceux qui sont situés en Afghanistan, que ceux qui sont situés au Maroc. Et les plantes, elles étaient là. C'est ça que je trouve vraiment très fabuleux quand on parlait de détails tout à l'heure et du fait que chaque détail était mis en place, était très réfléchi et mûrement réfléchi. Rien n'était là au hasard. Par exemple, les plantes, donc elles étaient là, comme je vous ai expliqué, pour attirer notamment les oiseaux, afin de participer à cette bonne ambiance. Mais elles étaient aussi là pour la qualité de l'air. Elles étaient aussi là pour les traitements médicinaux. C'est-à-dire que ces plantes qu'on voit là, c'était des plantes qui étaient utilisées par les pharmaciens pour mettre en place des traitements, pour mettre en place des soins, concocter des onctions, etc., etc. Donc on voit que rien n'était fait au hasard. Rien n'était fait au hasard et c'était des, des, des projets qui étaient très réfléchis. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc là, on est sur la photo. J'ai pas eu le temps de mettre les noms, je m'en excuse. Je les rajouterai peut-être dans les notes de la vidéo YouTube par la suite, Inch'Allah. Donc là, c'est le Maristan, c'était le complexe du Caire. Donc c'était dans la ville de Caire en Égypte. Et on voit qu'ils se sont inspirés de Surat du Coran. Donc Surat al-Fatir, verset 27, Allah nous décrit plusieurs couleurs dans le Coran. Il cite par exemple des sillons blancs, des sillons rouges, des roches excessivement noires, et c'est en s'appuyant sur ces versets, c'est en s'appuyant sur cet héritage spirituel, sur cet héritage islamique, qu'ils ont élaboré leur Maristan. Et comme on voit ici, ils ont utilisé ces couleurs-là. Donc le rouge, le blanc, le noir, selon le verset 27 du coup, de cette sourate Fatir. Et on voit que le résultat est absolument magnifique. Et donc, cette méthode de prise en charge, elle était réellement holistique. Holistique dans le sens pardon, où elle prenait en compte l'ensemble des éléments de vie et également l'ensemble des éléments de soins. On peut être soigné par un médecin, mais aussi sur sa santé mentale, et puis parfois le pharmacien, mais aussi par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on mange. Tout était traité avec attention. La nourriture qui était amenée, elle n'était pas là pour rien. C'était étudié, c'était vraiment... ces hôpitaux faisaient preuve d'une extrême rigueur, tout ça pour le bien-être du patient qui, je le rappelle, ne payait pas la prise en charge. Et on voit qu'il y a le fil rouge de l'élaboration des Maristans, le fil rouge de l'élaboration de ces institutions, c'est vraiment la recherche d'excellence, la recherche de l'ihsan, que ce soit à travers les couleurs, à travers l'architecture, à travers l'emplacement, à travers les jardins, à travers le choix de l'environnement. Tout était vraiment mis en place parce que tout ça, c'était une amen, c'était quelque chose qui était fait fils sabilillah, donc il n'y avait pas d'entrée d'argent par les patients. Et pourtant, ils mettaient tout en place pour que les patients se sentent mieux parce que c'était une responsabilité qu'ils avaient et dont ils avaient conscience vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'était qui? Qui est-ce qui s'occupait de ces maristans? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était des équipes qui étaient pluridisciplinaires, qui illustrait le terme qu'on utilisera aujourd'hui. Il y avait à la fois des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. Il y avait aussi donc des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie. Il y avait ce qu'on peut appeler du coup du personnel d'entretien, c'est-à-dire donc les cuisiniers qui s'occupaient de préparer le repas pour l'ensemble de l'institut. Il y avait les personnes qui étaient là pour entretenir, donc s'occuper, faire en sorte que le lieu soit toujours propre, beau, accueillant. Il y avait aussi, et ça c'est un élément encore une fois qui est très caractéristique des Maristans de cette époque-là, donc il y avait aussi du personnel féminin qui venait majoritairement du Soudan. Il y avait cette information, je ne sais pas pourquoi, le Soudan, mais en tout cas je la donne. Donc c'était un personnel féminin, principalement infirmières, aides-soignantes.
Et donc, mes notes sont encore fermées. Et donc, afin d'entrer dans un Maristan pour pouvoir y travailler, c'était pas ouvert à tout le monde. Il suffisait pas de venir et dire, voilà, je souhaite travailler sur les métiers qui étaient de l'ordre du soin. Ils étaient très exigeants, très rigoureux. Ils voulaient savoir quelle était la formation de la personne ou ils la formaient eux-mêmes en interne. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu donc cette première mondiale qui était de demander un diplôme pour que les médecins puissent travailler là-dedans. Avant, ce n'était pas quelque chose qui était demandé, et même dans le reste du monde, en dehors du monde arabe-musulman, ce n'était pas quelque chose qui était demandé. Mais là, il y avait vraiment un système de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y avait un médecin-chef en dessous, donc il y avait les autres médecins, en dessous, il y avait... Et chacun avait sa place, chacun avait son rôle, euh, mais chacun devait rendre des comptes aussi de ce qu'il faisait. Encore une fois, dans cette idée d'émen, un peu dans cette idée de responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun devait rendre des comptes à la personne au-dessus de lui, et les comptes montaient jusqu'au calife, qui vérifiait lui aussi tout ce qui se passait dans les maristans, et qui vérifiait que tout était mis en place vraiment pour le bien-être des patients. Et donc, à ce moment-là, on leur demandait un diplôme pour exercer leur art en tant que médecin, qui était appelé donc l'Ijaz. Ce diplôme, il a été instauré en 931 par le même calife qui a instauré donc les maristans carcéraux, qui est donc le calife El-Muqtadir. Et donc, à son époque, les médecins devaient réussir un examen sous le contrôle du médecin personnel du calife, qui ensuite les validait pour leur permettre de travailler au sein des bimaristans. Et ça, c'était une première mondiale. Et donc, pourquoi l'État faisait si attention à ce qui s'y passait là-bas? Parce qu'encore une fois, c'était gratuit. C'était gratuit pour les patients, c'était gratuit pour les familles des patients qui venaient les visiter et qui pouvaient assister au repas. C'était financé par qui, du coup? C'était financé à la fois par des waqf. Donc, le waqf, c'était des institutions qui récoltaient donc la zakat de tous les musulmans et qui le redistribuaient. Et donc, les donations, elles étaient faites par des particuliers, par des nobles, par des princes, par l'État lui-même. Et donc, le bien, il était placé particulièrement pour un instant précis. C'est-à-dire qu'on ne venait pas donner, contrairement à une sadaqa, on pouvait venir donner, voilà, c'est pour les maristans, on va distribuer équitablement ou pas, ou au premier qui est disponible. Un waqf, c'est encore différent. Un waqf, c'est lorsqu'on fait un dépôt, il arrive avec un contrat. Il arrive avec un contrat en disant, je dépose 1000 écus d'or pour tel maristan, à savoir que 500 seront à destination de la nourriture, 300 seront à destination de ceci, 200 seront à destination des médecins. Et c'était très détaillé. Et c'était vraiment quelque chose qui était vérifié et respecté. Donc, avec le fiqh de l'époque, donc les lois et la jurisprudence islamique. Et donc, il y avait un administrateur qui s'occupait des finances d'un maristan, et c'était lui qui récupérait les donations, qu'elles soient ponctuelles ou que ce soit comme des waqf, et qui les réinvestissait. Donc, soit elle était utilisée pour la gestion quotidienne, soit elle était utilisée pour qu'ils aient un peu plus d'autonomie et qu'ils ne comptent pas uniquement sur les donations, sur l'achat. Donc, ils achetaient des terres, ils achetaient des bêtes pour pour s'en nourrir, pour cultiver, pour voilà, avoir aussi une petite autonomie à ce niveau-là, et que donc les prochains dons qui étaient donnés, au lieu qu'ils soient utilisés uniquement dans la nourriture et bah voilà, c'est mangé, c'est disparu, pouvoir ensuite réinvestir dans de la recherche pour aller plus loin dans les traitements qui étaient proposés, pouvoir investir dans l'achat de plantes qui peut-être il n'y avait pas dans le pays. Ils avaient vraiment cette idée d'évolution, d'aller plus loin, d'investissement. C'était vraiment une vision sur le long terme. On parlait tout à l'heure du fait que tout était choisi avec précaution. Il y a notamment le lieu. Le lieu en particulier a été choisi d'une manière extrêmement précise. Déjà parce que parfois il y avait des maladies, des maladies, des épidémies. Il y avait des maladies qui pouvaient facilement se retransmettre. Donc forcément, là, ça devait être à l'écart de la ville. Mais pour les autres, les lieux étaient choisis vraiment avec précaution. Dans certaines villes, ils ont fait le choix, selon les typologies de maladies qui étaient traitées, ils faisaient le choix de le mettre un petit peu à l'écart de la ville pour qu'il y ait plus de calme. Mais dans d'autres villes, dans d'autres pays, ils ont fait le choix de les installer au milieu de la ville.
Pourquoi au milieu de la ville? C'était vraiment en centre-ville, tout simplement pour rappeler aux croyants de cette ville, pour rappeler aux croyants de ce pays, qu'à chaque fois, déjà, la manière dont les villes sont faites de manière générale, c'est que le centre, si on va aller d'un point A ou un point B, on est souvent obligé de passer par le centre. Donc, les gens passaient devant quotidiennement. Et ils avaient le devoir de faire une dua pour ces malades, juste en passant, Allah yashafihum, qu'Allah leur accorde une complète rémission, qu'Allah les soulage de leur douleur. Et donc, comme ça, ils avaient des duas de manière quotidienne, premièrement. Et deuxièmement, pour que les gens ne les oublient pas, pour que les gens n'aient pas tendance à venir mettre leur sœur, leur enfant, leur père au sein du Maristan parce qu'il avait une maladie. Et après, voilà, je reviens dans 2 semaines ou je reviens une fois par mois. Bah, là, non, c'était un centre-ville. Il n'y avait aucune excuse pour pas aller leur rendre visite. Et donc, ça permettait aussi aux gens de rendre visite aux malades et de pouvoir les voir, passer du temps avec eux, que les familles puissent être en contact avec les, les, leurs proches qui étaient hospitalisés. Et on a cette anecdote d'Elrez et qui nous montre à quel point c'était vraiment réfléchi, c'était vraiment attentionné pour choisir l'emplacement de son maristan. Ce qu'a fait El Razi, c'est qu'il a placé des morceaux de viande dans différents endroits de Bagdad et il a attendu qu'elles pourrissent. Et à ce moment-là, il a décidé, il allait voir les différents morceaux de viande. Certains étaient déjà dans un état très décomposé, d'autres venaient à peine de commencer à se décomposer. Ils étaient à différents niveaux. Et il est allé donc sur le lieu où la viande était la moins avariée, était la moins décomposée. Et il a dit, c'est ici qu'on va mettre le maristan. Parce que cette viande, elle s'est décomposée moins rapidement que les autres. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'air qui est meilleur. Il y a quelque chose de l'ordre de la terre sur laquelle elle était posée. En tout cas, on voit que cet endroit est plus sain. Donc, c'est ici qu'on construira le Maristan. Donc, on voit que c'était vraiment extrêmement pris au sérieux, à la fois sociétalement et aussi religieusement. Donc, effectivement, sociétalement, parce que les Maristans, c'était une institution sociale. Une institution sociale au même ordre, au même titre, pardon, qu'en France, avec la sécurité sociale, on a des choses qui sont prises en charge. Et à l'inverse, par exemple, de grands pays comme les États-Unis, où tout est absolument payant, aucun soin n'est gratuit. Là-bas, non. Tout le monde était accepté, quelle que soit sa religion, qu'on soit musulman, juif, chrétien, on était accepté pour être soigné. Qu'on soit de la ville ou qu'on soit juste de passage, on était accepté pour être soigné. Qu'on soit homme, femme, adulte, enfant, pauvre ou riche, on était accepté pour être soigné au même titre. C'est-à-dire que aucun n'avait la prévalence sur l'autre. Aucun malade n'avait la prévalence sur l'autre. Et en plus du fait que tous les soins étaient gratuits, les séjours n'étaient pas limités dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que le patient a été admis dans le Maristan, il lui restait aussi longtemps que son état le nécessitait. Il faut savoir que les Maristans, donc, ils étaient ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils ne fermaient jamais. Et donc, il y avait parfois jusqu'à 28 médecins qui travaillaient sur le même Maristan pour pouvoir faire des rondes, pour pouvoir faire des gardes, au même titre que les CHU et les hôpitaux qu'on a de nos jours. Et donc, les patients, une fois qu'ils étaient entrés, ils pouvaient rester autant qu'ils voulaient jusqu'au moment où ils se sentaient bien. Et ils ne laissaient pas sortir un patient avant que eux admettent et décident qu'il était soigné. Et pour l'anecdote, encore une fois, quand est-ce qu'on décidait qu'un patient était soigné? C'était quand il arrivait à manger un poulet entier, tout seul. On estimait que s'il avait la vitalité, la force, l'énergie et l'envie de manger un poulet entier, c'est que ça va. Et donc, dans ce cas-là, il le laissait sortir. C'est un petit peu le test pour pouvoir sortir, le dernier examen. Et donc, en parlant d'examen, d'ailleurs, lorsque un patient arrive dans le Maristan, donc il arrive, voilà, je viens vous voir parce que je ressens ceci, cela, parce que je suis malade de ceci et de cela. Et à ce moment-là, il y avait un examen qui était systématique et qui était très complet, qui était mis en charge par le médecin bien, en tout cas par le médecin qui l'accueillait à ce moment-là. Et il ouvrait un dossier médical à son nom. Et le dossier médical, il appartenait du coup au Maristan, le patient avait droit de regard dessus, et il le gardait, il ne jetait jamais les archives. Et donc on voit encore une fois qu'on est sur une rigueur
une rigueur rarement atteinte à l'époque du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, ce sont ces archives qui nous ont donné toutes ces informations-là. C'est en ayant redécouvert, beaucoup ont disparu, notamment sous les flammes, mais certains ont pu être récupérés à partir de ces archives qu'on a compris leur fonctionnement, qu'on a découvert tout ça. Parce que les archives, donc les examens, ils étaient complets, tout était noté, tout était retranscrit, tout était enregistré, consigné d'une manière extrêmement rigoureuse. C'est-à-dire que le médecin, tout ce qu'il prescrivait comme traitement, que c'était des sirops, que ce soit des sirops, que ce soit des drogues diverses, il notait dans le dossier et il remettait une copie de l'ordonnance au patient ou aux parents slash proches du patient. Et donc, cette procédure, elle était répétée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les médecins allaient voir les malades, ils les examinaient, ils ajustaient leur traitement, ils voyaient s'il y avait amélioration ou pas, et ils notaient, ils notaient, ils notaient. Et une des raisons pour laquelle cette procédure était aussi rigoureuse, c'est que si le malade guérissait, eh bien, tant mieux. Mais si le malade décédait, à ce moment-là, les parents ou les proches étaient reçus par le médecin donc en chef, donc non pas celui qui a donné le traitement, mais le médecin en chef, et il reprenait tout le dossier du malade. Et bien voilà tout ce qu'on lui a administré tous les jours jusqu'à son décès. Et à ce moment-là, donc, c'était au médecin-chef de prendre la décision. S'il estimait que le médecin traitant avait fait son travail dans les règles de l'art et comme il le fallait, donc il déclarait à la famille la mort était naturelle, c'était inévitable, regardez, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais s'il jugeait qu'à un moment ou à un autre, il y avait un manquement de la part du médecin traitant, il informait les parents, les proches, qui avaient le droit de réclamer le prix du sang au médecin, sachant que le prix du sang voilà, après ça c'est du fier, ça varie selon les écoles, il a disparu encore une fois, ça varie selon les écoles, ça varie selon, mais en tout cas, voilà, on pouvait voir que ça allait jusque-là pour voir à quel point la responsabilité était prise et assumée par le maristan, c'est que si votre proche décède, on endosse cette responsabilité et on l'assumera jusqu'au bout. Ah, ça arrive. Et donc, ces registres, ils n'étaient pas uniquement utilisés que par les médecins ou par les proches du médecin. Ces registres, ils étaient gardés, notamment par la personne qui gérait financièrement le maristin, parce qu'il faisait des rapports. Il faisait des rapports à l'État de manière régulière. Et l'État faisait des contrôles aussi inopinés, réguliers, pour vérifier comment fonctionnait le maristan. Parce qu'un maristan pouvait perdre sa permission de fonctionner s'il ne prenait pas soin des patients, s'il était mal entretenu, si on voyait qu'il y avait de l'argent qui disparaissait comme par magie, si on voyait que tout n'était pas utilisé comme on l'avait dit, si on voyait qu'on n'avait pas respecté par exemple les contrats de l'OARF, et ben à ce moment-là, le maristan pouvait perdre son droit d'exercer. Et le responsable pouvait être démis de ses fonctions. Et donc, la responsabilité, c'était un employé qui était désigné par c'était qui l'État au final? C'était le calife et ses proches ministres. Et donc, il pénétrait dans l'hôpital et il venait voir l'état des patients. Il posait des questions directement aux patients sur le soin qui leur était prodigué, comment ils mangeaient, est-ce qu'ils étaient pris en charge ou pas, est-ce qu'on les mettait dans des conditions qui respectaient leur dignité, est-ce qu'on prenait bien soin d'eux. J'ai oublié de préciser, mais les services étaient séparés, c'est-à-dire qu'il y avait un côté pour les femmes, un côté pour les hommes. Est-ce que tout ça c'était bien respecté? Est-ce que le médecin s'acquittait parfaitement de la tâche? Est-ce qu'il était à l'écoute des patients? C'était vraiment un contrôle qui était très détaillé. Mais c'est ce système extrêmement, extrêmement rigoureux qui, qui, excusez-moi. C'est ce système extrêmement rigoureux qui a permis aux maristans de croître, de survivre, de s'installer et d'avoir une importance aussi grande dans la société arabo-musulmane de l'époque. Alors, On voit plus les dépôts, hein. oui, il s'est enlevé et du coup là, je D'accord. l'ai mis en PDF comme ça, je ne dépends plus d'Internet parce que je vois que je ne peux pas compter sur Internet. Donc, je vais refaire un partage d'écran. Et normalement, là, il devrait apparaître. Nickel. Parfait. OK.
C'est ça. Donc, on en était là. Les prises en charge, enfin, les contrôles réguliers qui étaient faits par l'État pour assurer le sérieux de cette administration. J'ai été vraiment épatée de voir tout ce qui était mis en place, de voir vraiment cette rigueur, de voir que c'était une mission sociale, c'était une mission communautaire, c'est-à-dire que tout le monde était impliqué. La zakat de la communauté était utilisée pour ça, les soignants étaient formés pour ça, les familles étaient impliquées dans les suivis, c'est-à-dire que elles avaient plus ou moins l'obligation de venir voir régulièrement leurs proches, tout ça pour qu'en fait, les patients ne se sentent pas exclus, pour que les patients n'aient pas cette impression de bah, je suis malade, je suis mis de côté dans un asile pour fous et tout le monde m'oublie. Non, les patients, ils faisaient quand même partie de cette société, de cette communauté, malgré les troubles mentaux qu'ils avaient à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu malheureusement et qui montre encore une fois que c'était l'âge d'or de l'islam. Alors, il faut retrouver. Voilà. Un autre élément qui est très intéressant et encore une fois assez impressionnant, donc c'est que les Maristans, ils étaient là pour le soin, comme on a vu différents types de soins. Il y avait aussi une prise en charge euh, hôtelière, dans le sens où ils pouvaient résider sur place, une prise en charge de la nourriture, mais il y avait aussi donc, des mosquées, mais il y avait aussi des salles de classe, à la fois pour les étudiants en médecine, mais aussi parfois l'école était intégrée au Maristan pour lui donner de la vie, pour qu'il soit vraiment pas, que ça devienne pas comme une maison de retraite isolée de son côté, mais que ça devienne vraiment le centre de cette ville, le centre de cette société, et qu'il y ait à la fois les enfants qui étudient à côté avec leurs cris, leurs rires, tout ça, ça faisait partie du bien-être des patients et c'était pris en compte. Il pouvait y avoir donc des écoles, dans certains maristans, il y a même eu des orphelinats, où donc les orphelins étaient pris en charge aux côtés, sur des bâtiments séparés, mais avec une vie commune avec les différents patients. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que lorsque le patient finissait, donc il se sentait mieux, les médecins ont décidé qu'il était soigné, il a mangé son poulet complet, lui il souhaite sortir, il ne souhaite pas rester. Alors on l'accompagnait à sortir, mais on l'accompagnait jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'après, il devait revenir pour pouvoir faire un check-up. Je vais vous dire une semaine après, mais en réalité, on n'a pas ce détail-là, mais on sait que ils avaient une réévaluation à faire par la suite. On sait qu'on leur donnait des vêtements, on leur donnait de l'argent de poche avant qu'ils partent pour qu'ils ne repartent pas de zéro, parce qu'on sait qu'une personne qui est hospitalisée, qui est internée, qui est emprisonnée, quand elle revient dans le système normal, généralement, c'est très dur de se réintégrer. Et là, on pensait même à ça, à la réintégration des patients qui étaient parfois restés pendant des années dans les maristans. Et ils étaient accompagnés, on leur donnait des vêtements, on leur donnait de l'argent de poche. Et certains maristans allaient encore plus loin, notamment en Turquie. Pendant leur séjour au sein du maristan, ils étaient formés. Ils étaient formés à des petits, souvent, c'était des métiers manuels. Le fait de créer des objets d'art, le fait de créer des tapis, créer des pots, faire de la peinture. Et à la fois, le Maristan les vendait pour pouvoir subvenir aussi aux besoins, au même titre qu'ils pouvaient vendre des œufs des poules qu'ils élevaient, etc. Et à la fois, ça leur donnait une formation, ça leur donnait un métier, ça leur donnait des compétences qui leur étaient utiles une fois qu'ils sortaient du système et qu'ils retournaient dans la vie normale, dans la société normale, après une hospitalisation de 4-5 ans, et ben, ils ne reviennent pas à zéro. Ils reviennent avec un peu d'argent, ils reviennent avec des compétences, ils reviennent avec la capacité de mettre en place un petit commerce ou quelque chose qui va les soutenir. Donc, on voit qu'on pense à la fois à l'entrée, tout le séjour et aussi la sortie. Il faut savoir que la sortie du Maristan ne se faisait pas par la même porte que la porte d'entrée. Pour vraiment symboliser, tu es rentré par là, on t'a soigné, maintenant c'est fini, tu vas mieux, tu peux y aller. Et donc la porte était différente. euh, il faut savoir que il y a eu beaucoup de maristans qui ont été connus. Actuellement, certains sont encore, il est encore possible d'en visiter certains, notamment en Turquie, notamment en Afghanistan,
Certains sont en ruine, vraiment, ils ont succombé aux flammes, d'autres ont été détruits par diverses guerres, d'autres ont été complètement changés, mais certains sont encore en état de visite. Et j'ai fait le choix de vous présenter non, le Maristan de Fès, donc, qui s'appelait Sidi Fredj, Fredj, qui s'appelait Sidi Fredj, je dirais. Et c'était un maristin qui a été construit au XIIIe siècle, donc à Fès, au Maroc, par le sultan Abou Yaqub. Et il faut savoir que Léo Africanus, qui est un personnage connu, dont le véritable nom était Hassan Al-Wazzel, a travaillé dans ce maristan pendant plus de 2 ans en tant que secrétaire. Et donc après, en voyageant, il avait amené des écrits pour parler de ce maristan. Et c'est ce qui a participé à la propagation des maristans et à leur évolution et à leur apparition dans d'autres pays. Il y a un prêtre espagnol donc, qui s'appelle le père Galaberto Joffre, qui est venu 2 fois donc, en Afrique, ce qu'ils appelaient à l'époque l'Afrique, donc qui était le Maghreb au début du XVe siècle, notamment parce que c'était les croisades, et donc il payait des rançons de prisonniers de guerre chrétiens et il les ramenait en Espagne. Et à ce moment-là, il a visité Fès, qui était à l'époque la capitale du Maroc, et son Maristan. Et quand il est retourné en Espagne, en 1409, il a assisté à l'agression d'un malade mental dans la rue, et c'est un incident qui l'a marqué. Et à ce moment-là, il a plaidé du coup pour la création d'un asile, donc le premier pour les malades mentaux, et en Espagne. Mais il faut savoir que c'était le premier, donc en 1409. Nous, on parlait des années 708, 710, 800, 900. Là, on est en 1409, on est presque 1000 ans après. Et le premier asile voit le jour en Europe, donc en Espagne, à Valence, pour la prise en charge et l'accompagnement des malades mentaux sur le schéma et sur l'inspiration de ce maristan-là, Sidi Fredj, qui était donc à Fès. Malheureusement, la situation s'est dégradée au Maroc au cours des siècles suivants. Malheureusement, donc, il y a eu l'effondrement de l'Empire islamique, il y a eu les revers de la philosophie, de la médecine hippocratique. Il y a eu voilà, diverses raisons qui ont fait que il y a eu donc cet âge d'or des maristans qui sont ensuite petit à petit tombés dans l'oubli, qui ont petit à petit disparu. Notamment, pourquoi? Parce que les waqf n'étaient plus respectés. Parce que les dons qui ont été faits, il a commencé à y avoir petit à petit une... c'est quoi le terme? En tout cas, voilà, l'argent était utilisé pour d'autres fins que la raison pour laquelle elle avait été donnée. Donc les maristans ont petit à petit commencé à manquer d'argent. Et voilà, c'est un cercle un petit peu vicieux qui s'est mis en place jusqu'à l'effondrement complet du système. Donc, au final, quel a été l'impact des maristans? Il n'y a pas de thé, un instant. Et en lien avec la santé mentale. Donc, on a vu que le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux dans le contexte des maristans était réellement historique. Réellement historique. Les choix qu'ont fait les dirigeants et les savants et les médecins musulmans à cette époque-là étaient vraiment uniques. Et on voit qu'ils étaient vraiment dans cette recherche de l'ihsan, de l'excellence, de faire des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans ce bas monde, ils n'avaient pas de retour direct. C'était des choses vraiment qui étaient faites pour Dieu et pour la grandeur à ce moment-là de l'islam et de la société musulmane, de la société islamique. Donc, un autre concept qu'ils ont intégré dans les prises en charge était extrêmement intéressant, c'est les compétences culturelles, c'est-à-dire que les malades de Bagdad n'étaient pas soignés de la même manière que les malades à Kiev, qui n'étaient pas soignés de la même manière que les malades à Fès. C'est-à-dire qu'ils se basaient sur les mêmes recherches, mais à partir de là, ils adoptaient ça selon leur culture, ils adoptaient ça selon les soins qu'ils connaissaient, ils adoptaient ça selon les herbes et la nourriture auxquelles ils avaient accès dans leur propre pays. Donc on a déjà à ce moment-là une notion d'interculturalité
qui fait cruellement défaut à la psychologie occidentale de nos jours. En plus de ça, ils ont vraiment aboli la barrière sociale dans les prises en charge. Quel que soit le niveau de revenus, quel que soit le niveau de finances des personnes qui étaient prises en charge, il n'y avait absolument aucune différence de traitement entre les riches et les pauvres. Contrairement à la psychologie moderne qui a trouvé certains de ces concepts par des expériences scientifiques douteuses, voire douloureuses. Les soins de la santé islamique qui ont été modélisés à ce moment-là dans les Maristans étaient vraiment empreints d'une approche humaine, d'une approche positive, d'une approche holistique. On était vraiment dans, dans, dans le fait d'amener de la science, donc de la prise en charge des personnes malades, avec cette spiritualité. Et donc, on parlait d'accompagner les malades, on parlait de soins centrés sur le patient, on parlait de présence empathique, on parlait de ce qu'ils appelaient à l'époque des soins compatissants. Et ça, c'est des termes qu'on retrouve de nos jours dans la prise en charge psychologique des patients. Et à ce moment-là, c'était déjà utilisé pour l'accompagnement des personnes. Une autre, bon, je pense que je l'ai beaucoup répété et que vous l'avez bien compris, mais cette rigueur dont faisait preuve l'État, cette rigueur dont faisaient preuve les soignants, même ces soignants qui d'ailleurs n'étaient pas embauchés n'importe comment, c'était des professionnels qui étaient qualifiés, cette rigueur pour le choix ne serait-ce que du parcours de santé, de se dire ils vont rentrer par une porte, mais ils ressortiront par une autre pour marquer la fin de la prise en charge. On voit vraiment qu'il y a une rigueur et des réflexions qui ont été extrêmement pointu, extrêmement poussé, avec des espaces qui étaient réservés à la famille, des espaces qui étaient plus pour les enfants, avec cette notion d'inclusion, c'est-à-dire au sein de la société, avec cette notion de responsabilité dans les pratiques médicales, ce qui n'était pas du tout le cas, encore une fois, dans le Moyen-Âge européen. Si un médecin tuait un patient par inadvertance, ben, il est mort. Là, non, on avait des comptes à rendre à la fois au médecin général, à la fois à l'État et à la fois à la famille. Donc voilà, on voit que l'approche spirituelle, l'approche islamique, l'approche juridique des Maristans, c'était vraiment de prendre la personne dans son entièreté. Parce qu'encore une fois, je rappelle que c'était quelle que soit sa religion. Donc, les personnes qui ont été atteintes de troubles mentaux à cette époque, on faisait attention à respecter leurs droits individuels. Je vous disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des contrôles. Ils allaient demander aux patients comment vous vous sentez pris en charge, comment est-ce que vous vous sentez entendu, est-ce que vous vous sentez écouté. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément faites, même de nos jours, dans des structures de prise en charge sociale et médico-sociale. Malheureusement, cet équilibre des droits individuels et des droits sociaux s'est effondré avec l'effondrement de la société arabo-musulmane de l'époque, avec l'arrivée du colonialisme, avec l'émergence de la philosophie. Voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qui, mis bout à bout, ont abouti à la fin de ces Maristans, qui ont été au final l'une des principales réalisations de la médecine arabo-musulmane du Moyen Âge et dont on n'entend pas, voire très peu parler. Et pourtant, ces médecins arabo-musulmans, ils ont été pionniers dans l'organisation des services hospitaliers, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ils ont été pionniers dans l'établissement de dossiers médicaux extrêmement rigoureux, extrêmement précis pour les patients. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la création des CHU, de centres qui étaient à la fois hospitaliers et aussi universitaires, mais encore dans l'instauration du coup d'un diplôme pour l'exercice de la médecine. Donc à cette époque, cette médecine arabo-musulmane, elle représentait le sommet, elle représentait vraiment l'excellence, le maximum qu'on aurait pu espérer atteindre dans ce domaine. Donc, en conclusion, les Maristans ont eu un impact indéniable sur la psychologie moderne actuelle, un impact sur le système de santé actuel qui peut être observé de différentes manières. D'une première part, donc l'approche holistique que j'ai décrit à plusieurs reprises, que ce soit le bien-être physique, le bien-être psychologique, le bien-être spirituel, le bien-être social aussi, se sentir faire partie d'un groupe, se sentir faire partie d'une communauté, avoir toujours sa place.
même si on est hospitalisé, même si en ce moment ça va pas bien, oui, bah, les proches viennent toujours rendre visite. Oui, mais on est accompagné dans sa sortie. Donc c'était quelque chose qui devait indéniablement accompagner comment dire, et soutenir la résilience des patients. Euh, cette approche, elle a conduit forcément à avoir une plus grande reconnaissance, à avoir une plus grande prise en compte de l'importance du bien-être holistique, donc global, à la fois psychologique et physique. L'héritage des Maristans, elle souligne vraiment l'importance de la compréhension et de la sensibilité culturelle dans les interventions psychologiques. Et pour ceux qui connaissent en grande partie mon parcours, je suis aussi formée en psychologie interculturelle. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui m'a profondément parlé, le fait de voir que à cette époque, ils encourageaient les professionnels de santé à prendre en soin et à reconnaître l'importance des facteurs culturels, des facteurs de croyance, des facteurs de pratique, tout ça dans l'élaboration d'un plan de soins qui serait adapté au patient, lui et pas le voisin. Chacun avait un plan de soins qui était vraiment individuel, qui était vraiment personnalisé parce qu'on prenait en compte tous ces facteurs en même temps. La spiritualité aussi, qui a eu sa place dans les Maristans, déjà d'une part, de par leur gestion, qui était vraiment islamique, donc issue du fiqh, du Coran et de la Sunna, mais aussi de la spiritualité avec les mosquées qui étaient mises à disposition, avec les savants, avec les imams qui intervenaient, qui avaient leur place et qui allaient au chevet du patient, eux aussi, pour pouvoir les accompagner sur ce biais-là. Le soutien psychosocial, parce que c'est ce que j'ai dit enfin, je l'ai évoqué aussi sur le premier point, mais c'est le fait que c'est très important le soutien psychosocial. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont prouvé que des personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont des maladies, des personnes qui ont des dépressions, un des facteurs de rémission, c'est ce soutien psychosocial, c'est se sentir soutenu, c'est se sentir reconnu, c'est se sentir appartenir et appartenir pleinement à une société, à une communauté, à un groupe, à une famille. Et donc là, on voit à quel point cet élément n'a pas été oublié et a été mis en place dès les années 700 au sein de ces maristans. Donc, les Maristans sont réellement un patrimoine du monde islamique, un héritage islamique qui a été oublié. Il est essentiel de reconnaître la contribution qu'ils ont eue dans la prise en charge de la santé mentale au sein de la communauté arabe-musulmane. Il est essentiel de reconnaître et de mettre en lumière ce patrimoine culturel qui est extrêmement riche, le mettre en lumière, en être fier, en parler pour que plus de personnes puissent s'en inspirer, parce qu'au final, ce système, ce modèle qui n'existe plus à l'heure actuelle, si on y retournait, on serait 100% gagnant dans toutes les sociétés. Si on avait un système de soins aussi performant que le leur, donc encore une fois, au Moyen Âge, dans le monde arabo-musulman, la société ne s'en porterait que mieux. Et je pense que je suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci. Merci Afsa pour ce brillant exposé et qui donne les réponses bien que les Maristans ils datent de plusieurs siècles, mais ils peuvent être un sujet d'actualité parce qu'ils permettent de répondre à toutes les crises que vit le système de santé, la psychiatrie en particulier. Ils ont dit il y a une solution aux problèmes financiers, il y a une solution à l'accès aux soins, l'égalité aux soins, on a le problème de la liberté des patients, on a le problème des mesures sous contrainte. Donc, il y a toute l'ouverture des soins communautaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et on voit que les problèmes que vit le système de santé dans l'état moderne actuellement ne sont pas quelque chose, une fatalité, mais vraiment une solution à ça. Donc, on ouvre maintenant le débat. Oui, Shahinaz. Ou Shahinaz. Oui, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا إذا حكيت عربي بتفهموا علي؟ Je parle français, mais pas très, très, très bien pour exprimer tout. Je suis syrienne, j'ai habité vers 7 ans en Suisse. Je parle pas très, très bien le français encore pour expliquer. Je suis psychologue
où j'ai étudié pour le Pimaristan, où j'ai fait une recherche pour ça en Syrie. فj'aimerais ajouter quelque chose. يعني حابة أضيف شغلات لصوفيا. بتفهموا عربي؟ إذا حكيت بالعربي أفضل؟ Non, pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui comprend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire? Bah, on va s'entraider pour traduire. Qu'est-ce que tu en penses, désolée. Ouais, là, je pense que le Marocain ou l'Algérien, ils parlent pas très très bien l'arabe. Pour mon accent syrien, notre accent, il est un peu compliqué. J'ai essayé Oui. d'expliquer ça en français. Sinon, tout le monde, elle m'a compris mes français. non, c'est J'ai bon, ton français, il est bien. Oui, bien. Quand je lisais pas bien, j'ai pas dire les phrases justes, ben ça va, ok? Bon, tu peux mettre des mots arabes et on peut les traduire si on. Ok, Voilà. ok, merci. Merci beaucoup, madame, pour toutes les choses et vous m'avez dit, c'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. Alors, البيمارستان deux choses. Le première chose, الأمراض الجلدية المرض الجلدي Cutané, oui, problème de dermatologie, problème ما انت بدي dermatologique. الاول شيء هو خلق لهذا الموضوع البروميير شوز البيمارستان الاوفرت بور سا بور مرضى الجذام مرضى الجذام سي ان مالادي elle mangeait les peaux c'était à l'époque C'était la lèpre, Judam, c'est la lèpre, oui. الجذام مرضى الجذام هو خلق اول شيء الاوفرير العرب هلا البيرس il commence avec ça comme ça elle dit le Pimaristan السيريان اللي pris ça صلاح الدين ouvrir ça على القدس après en Syrie Damas Halab la première chose pour ça à cause de cette maladie les gens isolement l'Europe c'était à l'époque ils soignaient pas c'était le gens ils brûlaient c'était le gens العرب ou les musulmans ils ouvrir pour soigner ces gens. Après, le retour pour soigner les psychiques. Avec les psychiques, il y a quelque chose de très important, très important. Il fait رسموا البيمارستان, il construit le Pimaristan pour le grand espace avec une grande fontaine pour les gens, ça l'entrée. Après, nous entre dans le Pimaristan, on voit 4 chambres. 4 chambres, chaque chambre, le sol, السقف, السقف. Qu'est-ce qu'on dit السقف بالفرنسي؟ Le toit, le toit, le toit. Le toit, oui, le toit, Le toit. elle est ouverte un petit peu pour les gens, elle voit le ciel ou dans les chambres pour regarder les étoiles. La fenêtre, elle est un petit peu ouverte. La fenêtre, normalement, petite fenêtre, elle ouvrir la fenêtre ou elle attendait le de l'eau, la fontaine ou le de l'eau. Elle est soignée avec حرير المياه avec voie l'eau avec le voile l'eau ou après le son de l'eau, oui. oui après le soir quelqu'un est arrivé Le bruit. pour jouer الناي elle jouait le naï ou c'était l'homme اللي joue le naï le musique الناي Flûte, oui, oui, c'est genre de flûte. oui. Oui. Les soirs, elles viennent pour jouer ça, pour les gens écouter ça. À cause de ça, les gens, ils les soignaient ou ils les calmaient. Ou cette personne, l'arabe, il dit lui, le gharib, l'étrangère. Elle dit, le malade psychique, il est comme personne étrangère. Elle ne connaît pas lui. Ça. Ça, quelque chose de très important. Après, le khanka, ça sort le Pimaristan. Le khanka, يعني هي مكملة للبيمارستان ça pour le maladie psychique comme les gens le font يعني الأغب elle fait 12 choses pour le psychique le mental il est complètement les gens comme les schizophrénie مثل الأشخاص الفصاميين أو البسيكاناليز pour ça elle fait le khanka والبيمارستان pour les gens dépressifs الدبريسيف او اللي امبو بيرن اوت لسا يعني اسموهم اثنين اسموهم نصفين واوبليجي بور الميدسا لي سوانيي لسا اوبليجي بور كوني لي ميوزيك ولوي جو العود كانت من شروط القبول
من شروط القبول إذا بتشرح لهم إياها، أنا من شروط قبول الطبيب اللي بده يشتغل مع الناس لازم يعزف العود، اللي بده Le يشتغل مع médecin, المرضى النفسيين. le وي médecin, الميدسان، وي oui, الجو الميوزك، لأنه الفارابي la première personne pour entre le musique pour soigner les gens avec le musique. ولا البيمارستان الفي ça والميدسان الكوني ça. البلخي ميرسي. également. بارك الله فيك يا أختي. الله يخليكي، اسفه انه انا شوي بالفرنسي j'ai pas parlé français très bien, j'aimerais Très expliquer bien, et plus. Orti. Merci شكرا beaucoup. كثير. Barakallahu fiki. La شكرا. musicothérapie, du coup, on a remis la musicothérapie, c'est-à-dire que même les médecins étaient obligés de savoir Oui, de jouer d'autres instruments, et le balkhi en parle également aussi en شرط traitement. شرط من شروط قبول الميدسان Je اللي comprends. travaille avec les gens. Elle D'accord. joue العود لانه ça musique arabe. Elle joue العود و elle donne quelque chose de très bon. والقانون c'est les deux choses. Dans l'embauche du médecin, c'était une contrainte. Ouais. Donc, l'oud والقانون. Ouais, des Merci instruments beaucoup. oubliés. ميرسي، شكرا كثير لاحترامكم ولتقديركم، لانه فعلا ما بقدر احكي كثير الفرنسي. بارك الله شكرا فيك. كثير لكم. ميرسي بوكو. merci chère Inès, oui Kenza. Oui, pardon, je suis dans la cuisine, donc c'est pour ça que j'avais enlevé la caméra. السلام عليكم كلكم. شكرا كثير شهناز. أنا بدي أحكي عربي بس مغربية. J'ai simplement dit que les Marocaines, on savait également parler bien l'arabe, mais c'est pas grave. Je voulais simplement dire une petite chose. Bon, je parle farsi également. Alors, avec Ibn Sina, alors toute la médecine était en arabe. Mais Bimaristan, comme vous avez dit, Madame Hafsa, ça vient du farsi. Donc, Bimar, c'est le malade. Donc, c'est le lieu des malades, non? Bimaristan. Mais avec Ibn Sina, il a décidé de changer le nom. Donc, c'est à partir de ce moment-là, ça a commencé à s'appeler Shifa Khana en farsi, ce qui s'utilise encore en Afghanistan et en Iran. Et donc, ils ont pris le mot arabe qui était le lieu pour la guérison. Et pour lui, c'était l'effet psychologique du nom qui était très important. C'est-à-dire que ça change au niveau du patient si vous allez dans un endroit pour les malades ou si vous allez dans un endroit pour guérir. Donc, en fait, Bimaristan ne s'utilise plus en farsi. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je trouvais que c'était intéressant au niveau psychologique que Ibn Sina avait pensé à ça. Donc, c'est Shifa Khana, non? Comme en arabe, quoi. Mustashfa. Voilà. محل المرضى، اي محل المرضى بلاس، لانه انا كمان بحكي فارسي لا مقبل ولذلك كان محل المرضى والآن محل الشفاء. محل الشفاء. ايه هو نفس يعني ما أنا كثير بعيدة، بس فعلا إيه ما بقى يستخدموها بعدين. وهلا نتيجة الاحتكاك التاريخي ضمن هذيك المناطق، فهي في كثير كلمات متداخلة، كثير كلمات متداخلة. لا بعدين على الجروب ممكن ابعث لك للانجويست مقطع صغير هو بيشرح الكلمة بالضبط وكيف تغيرت عبر العصور من الفارسي للعربي للتركي. رح ابعث لكم اياه على الجروب. وإذا بتحبوا ببعث لكم فيلم وثائقي قامت فيه الجزيرة عن البيمارستانات وكيف تطورها بين الفرس والعرب والترك. فهذا إذا بتحبوا. عفوا مدام. Je mélange les langues. Je vais traduire très rapidement ce qu'elle a dit pour ceux qui ne parlent pas arabe. Elle a simplement dit qu'elle nous enverrait un lien où il montre le changement du mot, en fait, et l'origine des mots en arabe, en farsi et en turc pour ce qui est de Bimaristan. Voilà. Merci. Merci Kenza. Des remarques, Hafsa? C'est une information que je n'avais pas et je trouve ça très intéressant effectivement que Kevin Sina ait pensé à l'effet psychologique, ne serait-ce que du nom. Et ça montre encore une fois à quel point ils étaient dans la rigueur et dans la volonté de faire au mieux dans le plus moindre détail. C'est très intéressant. Et puis dans la vision holistique, comme tu disais tout à l'heure en fait. Parce que finalement aujourd'hui, quand on pense par exemple à quelque chose comme l'effet placebo, on va justement compter sur tout ce qui est le psychosomatique, enfin s'appuyer sur le psycho pour pouvoir combler cet aspect somatique. Ben là, on est un peu dans cet aspect linguistique des choses, donc on va au plus profond de tous les aspects en fait pour que le côté holistique soit vraiment pris en charge intégralement. Subhanallah.
Donc, il y a notre collègue, le psychiatre Dr Lila, qui demande est-ce que le malade psychiatrique médico-légal, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis une offense, est-ce qu'il était hospitalisé avec les autres malades? Est-ce qu'il y avait des structures dédiées à ces malades? Et dans la même veine, il demande si, comment, comment il agissait avec les malades agités. Est-ce qu'il y avait des salles d'isolement? Je peux répondre si tu veux. Bien sûr, je vous en prie. Ouais, moi, je pense que la seule condition dans les bimaristans où le malade était confiné ou était contenu, c'était l'agitation. C'était la seule urgence où vraiment, mis à part ça, les malades étaient libres. Donc, ils avaient le choix d'entrer et de sortir de l'hôpital. Et il faut aussi savoir que que la contention ou l'isolement n'était pas quelque chose de punitif. C'était pas une punition, c'est-à-dire qu'on le faisait au minimum. C'est vrai qu'il y a des voyageurs qui ont vu des patients enchaînés, ça c'est une vérité, mais c'était rare, c'était juste pour les patients qui étaient très agités, qui posaient un risque pour eux-mêmes ou pour les autres, bien sûr. Maintenant, pour les problèmes médico-légaux, c'est un peu plus compliqué, détaillé, donc je pense pas qu'il y a assez d'informations pour dire parce que c'était pas trop développé, mais on sait que les malades graves étaient déjà sous tutelle, donc ils étaient déjà protégés, c'était la famille. Il faut aussi savoir que la famille jouait un rôle très, très important comme support pour le malade mental. Donc, c'était pas comme ici. Donc, le malade mental, c'est l'État qui le prend en charge, c'est l'hôpital. Mais dans la société musulmane, donc, il y a toujours une interaction dynamique et active entre la famille et l'hôpital. Donc, je pense pas que ça posait vraiment beaucoup de problèmes. D'autant plus que, chose qui est très singulière pour le monde musulman, c'est que dès le début de l'islam, le malade mental était, surtout le malade mental grave, était considéré comme irresponsable. Donc, on n'a jamais entendu de malade mental en prison, de malade mental qui a été exécuté, de malade mental qui a été extradé ou quelque chose. Donc, il était. Maintenant, comment on le traite, je pense qu'une fois qu'il est déclaré comme irresponsable, il va être traité juste comme un autre malade. Il n'y a pas cette hantise sécuritaire, cette obsession sécuritaire de vraiment garder le malade à vie dans l'hôpital. Je pense que ça n'a jamais existé. Oui, je continue les questions, Hafsa. Oui, Donc, il y oui. a, donc, il y a une question message. Est-ce que c'est possible de nos jours de faire des waqf, des bamistan dans nos sociétés aujourd'hui? Si oui, comment? Je pense que c'est toute la question. Et il y a des recherches qui sont en cours actuellement, notamment au Cambridge Muslim College sur ces questionnements-là de comment réintégrer ces, ces maristans euh, ou en tout cas comment pousser nos services actuels psychologiques et médico-sociaux à s'en rapprocher au maximum de ce fonctionnement. Après, je pense que ça dépendra profondément du pays, de l'institution juridique dans laquelle il est déjà inscrit. Ça dépendra d'énormément de choses. Est-ce que maintenant, il y en a qui sont déjà en place? Je crois qu'en Afghanistan, oui, qu'il y a toujours ce système-là. Je mets des guillemets parce que là, je parle sans source, donc à prendre avec des pincettes. Mais c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, auquel il faut travailler, et c'est le travail que fait notamment le docteur Rania Awad avec son institut à Stanford pour se renseigner et chercher, élaborer, écrire sur les restants pour amener cette question sur le devant de la scène. Je ne sais pas si Merci. C'est une question très intéressante. Hmm. Oui, oui, c'est un peu plus compliqué bon, le Baïmassin, c'est un système complet, intégré à tout un mode de vie, un mode de civilisation. Donc, je pense intégrer le Bimaristan dans un autre système, ça va être un peu compliqué c'est-à-dire, par exemple, le Waqf, ça marche pas dans l'état moderne, un peu le Waqf. Il faut vraiment revoir beaucoup de choses en profondeur pour vraiment que le Bimaristan fait partie du système. Mais comme idée,
elle est pertinente. Bon, Fatima, elle demande une question que vous avez. Tu as dit que pour être déclaré guéri, il fallait manger un poulet. Alors, comment si la personne souffre de troubles de conduite alimentaire? Je pense que c'est une question qui est quand même très précise. C'était plus de l'ordre de l'anecdote. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'archives qui ont disparu. Il y a beaucoup de- d'édifices qui ont été brûlés et dans lesquels on n'a pas pu retrouver de source. Donc, on a eu celui qu'il fallait manger un poulet. Maintenant, sur cette question-là, précisément, moi, j'aurais pas les connaissances pour pouvoir y répondre. Ça serait uniquement des suppositions de ma part. Bon, un commentaire de Nadia, il dit, c'est une présentation très poétique, Inch'Allah, tout est des soins, un peu comme la réflexion autour de la thérapie institutionnelle de la clinique de la Borne dans les années 50. Bon, ouais, notre remarque, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi aussi, je pense que la différence entre, c'est beaucoup ce qui m'a toujours frappé, c'est vraiment c'est-à-dire l'absence de stigmatisation. C'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment le fond euh, de la conception du Maristan de cette façon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, cette appréhension de la maladie mentale, cette peur de la maladie mentale. C'est l'autre qui n'est pas humain comment je vais l'attitude face à la stigmatisation de la maladie mentale. Donc, pour savoir plus sur les bimaristans, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que tu m'entends, Hafsa? Ça a un peu coupé. Est-ce que vous pourriez répéter? Je dis, il y a qui demandent des références sur des ouvrages ou des références sur les bimaristans et peut les trouver. Alors, des ouvrages, il y en a qui arriveront prochainement, Inch'Allah, mais j'ai principalement travaillé avec des articles. Je mettrai les liens dans le groupe WhatsApp général de ICIP French. Et comme ça, je vous partagerai les articles que j'ai pu utiliser. Il y a des thèses qui ont été faites sur le sujet et principalement comme ça. Après, vraiment, pour ceux qui ont l'occasion de se déplacer, c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais c'est quelque chose donc, que le docteur Rania Awad, qui nous a présenté ces institutions, a fait et nous recommande très vivement d'aller les visiter, si on peut, notamment en Turquie, notamment en Syrie et au Maroc, où il y a encore des institutions, parfois simplement des ruines, mais qui sont visitables avec beaucoup d'informations qui sont données sur le fonctionnement de l'époque. Et il y a aussi un livre en langue française qui a été écrit par Françoise Cloarec, Bimaristan, lieu de folie, lieu de sagesse, publié par l'Harmattan et qui est très intéressant, comme il y a beaucoup d'informations sur ça. Pour la majorité, je pense, des références en langue arabe, mais en langue anglaise, mais il y a quelques articles en français. Oui, Ben? Vous m'entendez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? Ah, pardon. oui, Bonsoir à on tous. vous entend bien. Ouais. Je suis arrivé en cours de route, donc j'ai pas tout suivi, désolé, mais le peu que j'ai écouté, c'était ultra intéressant. Et j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. C'est dans ce que vous avez présenté, Afsa, on voit comme une espèce d'ouverture d'esprit, mais vraiment enfin de moi, ce que j'aimerais que l'être humain fasse au quotidien, c'est-à-dire ne pas se mettre de préjugés, de barrières, etc. Et on retrouve ça dans cette manière d'aider son prochain. Et est-ce que vous avez une idée sur comment s'est construit cette... alors, c'était peut-être dans le début de la présentation, mais comment, à cette époque-là, on peut avoir une forme d'ouverture à quelque chose d'inconnu et qui peut faire autant peur? Parce que les maladies mentales, je pense que le premier réflexe d'un être humain classique, c'est d'avoir peur. C'est une peur face à l'inconnu, de ne pas comprendre, de ne pas connaître.
Et là, on voit qu'il y a tout un système qui a été construit pour limite aider son prochain, mais en l'accueillant. Alors, c'est ce que j'ai ressenti en écoutant la fin de votre exposé. Et ma question, c'était, est-ce que vous avez une théorie sur pourquoi ils étaient comme ça, pourquoi ils étaient aussi avancés? Et merci. Déjà, merci pour votre question, pour vos remarques. Je pense que ça a été fait progressivement. C'est-à-dire qu'on est d'abord parti de la maladie physique, on est d'abord parti initialement de la lèpre, comme disait la sœur tout à l'heure, et petit à petit, ça s'est développé, petit à petit, pardon, ça s'est ouvert à d'autres choses. L'idée, ce que j'en ai compris, ce que j'ai tiré du coup de ces recherches-là, c'est que une fois que les maladies physiques étaient bien prises en charge et que ce n'était plus quelque chose d'effrayant, si même la lèpre qui était la maladie où en Europe on tuait, on brûlait les cadavres, on n'était pas du tout sur une démarche de soins, on n'était pas du tout sur une démarche d'accueil, de prise en charge. Même une fois que même ça a été acquis, je pense, Wallahu alam, qu'ils se sont naturellement tournés vers les autres maladies qui pouvaient, encore une fois, faire mettre à mal les personnes, les mettre en difficulté. Et donc, c'était les maladies mentales. Après, ça correspond, on voit que les Maristans, ils ont principalement été guidés par les valeurs de l'islam. Cette notion de générosité, cette notion de rendre visite aux malades, cette notion de ne pas exclure, de ne pas mettre de côté. Ça paraît comme la suite logique, au final, de se dire, notre volonté, c'est de soigner selon les exigences du Coran, selon les exigences de la Sunna, selon les exigences du fiqh musulman. Et à l'intérieur de ces exigences-là, il y a cette idée de prendre le patient tel qu'il est, il y a cette idée de ne pas prendre le patient selon sa notoriété, selon ses revenus financiers, selon sa famille, mais tout le monde au même niveau. Après, ça a été bien sûr très encouragé, je pense, par les travaux d'Ibn Sina, par les travaux de Bouzaïd el-Balkh, qui ont commencé et qui ont participé à cette déstigmatisation de la santé mentale. Parce qu'au final, quand on prend les travaux de Zaïd el-Balkh, on voit que bah, la dépression, il y a un plan de traitement, au même titre que la fièvre, au même titre que qu'une jambe cassée, il faut faire ça, 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 ça. Et après, le patient va mieux. Donc dans ce cas-là, pourquoi on l'accueillerait de manière différente si on a un plan de traitement très clair euh, sous les mains et actionnable immédiatement. Wallahu alam. Je ne sais pas si, Dr Zubeir, vous avez une théorie de votre côté. Oui, moi, je pense qu'à la base, la maladie mentale est, parce que le Coran le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, que la maladie mentale est considérée comme une maladie de l'esprit, c'est-à-dire c'est quelque chose de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas une approche surnaturelle, une approche de la maladie, donc c'est quelque chose qui fait de notre monde. Et c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de débats sur la nature de la maladie mentale, sur la folie, les débats philosophiques qu'on a vus en Occident, parce qu'il n'y avait pas cette base qui donne vraiment la certitude de c'est quoi la maladie mentale, qui a ouvert à autant de théories sur l'esprit. L'islam, dès le début, il considère c'est une affliction, c'est un ibtila qui peut toucher n'importe qui, et c'est quelque chose qui doit être accepté. Je pense que c'est la base qui a permis d'appréhender la maladie mentale comme de manière non stigmatisante, de manière humaine et de respect pour le malade. Et dans ce même sens, moi, je dis à ça, on remarque que dans les bimaristans, il n'y a pas cette approche surnaturelle, tu vois. On n'a pas cette conception de la possession que vraiment, même ce qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés, du temps, par exemple, du 9e, 8e siècle, lors de l'apogée de la civilisation. C'est-à-dire, il y a peu de références là dans les livres que la folie, c'est du mauvais œil, c'est de la magie, c'est de la magie noire et quelque chose qui existe beaucoup actuellement dans nos sociétés musulmanes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'ai pas étudié dans le sens l'origine historique de ces notions-là en lien avec la psychologie, mais je peux juste faire le constat actuel. Oui, c'est indéniable que la, la santé mentale est intrinsèquement liée à ces concepts-là. Ça prend beaucoup, voire trop de place, et c'est un frein au final dans le parcours de soins, et ça a des conséquences dramatiques dans notre communauté.
Mais c'est un sujet qui m'intéresse, donc je pense que j'irai, Inch'Allah, me renseigner plus en profondeur sur cette question. D'accord, merci bien. Est-ce qu'il y a encore des questions pour clôturer? Dernière question, comprend, Sylvia? D'accord. Donc, on vous remercie vivement, Hafsa, et merci bien pour cette brillante présentation. Et on espère te revoir dans d'autres conférences sur d'autres sujets liés à la psychologie islamique. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, qui sont présents, et ceux qui ont aidé à la préparation de cette présentation. Et on vous verra la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Ouais.